seul instrument. Pourtant, deux familles sonores très différentes s'y rencontrent, celle du clavecin, avec l'attaque précise et lumineuse de ses cordes pincées, et celle de l'orgue, dont les tuyaux permettent au son de se prolonger, ainsi que de donner plus de fondamental. Cet instrument s'appelle un klaviorganum. Je m'appelle Ghislain Gourvenec, je suis organiste et claveciniste à Stavanger en Norvège, et le propriétaire de cet instrument. Il est de construction récente, mais l'idée qui l'a fait naître est vieille de plus de 5 siècles. Avant de vous le présenter, je vous propose donc de remonter brièvement le cours de son histoire. L'histoire du klaviorganum ne se limite pas aux petits instruments de chambre. Entre la fin du XVIe et à la fin du XVIIIe siècle, plusieurs grands orgues européens auraient également possédé un ou deux rangs de cordes. L'exemple le plus spectaculaire est probablement celui imaginé par Azzolino Bernardino dell'Acciaia. Né à Sienne en 1671, dell'Acciaia était à la fois compositeur, claveciniste et fin connaisseur de la facture d'orgue. À partir de 1733, il conçut pour l'église Santo Stefano dei Cavalieri à Pise un instrument monumental. Cet orgue possédait 4 claviers correspondant au positif, au grand orgue, au récit et à l'écho. Mais il comportait également un 5e clavier destiné à un salterio, un instrument à cordes intégré à l'ensemble. Achevé en 1738, il représentait une forme monumentale de la même recherche, réunir dans un seul ensemble la richesse d'un grand orgue et l'attaque particulière des cordes. Il n'existe donc pas un modèle unique de klaviorganum. Au fil des siècles, les facteurs ont associé des épinettes, des virginales, des clavecins ou des pianofortes à des flûtes, des principaux, des bourdons ou des régales. Certains instruments ne possédaient qu'un clavier, d'autres permettaient de jouer séparément les cordes et les tuyaux. Quelques-uns comportaient même un pédalier. Tous poursuivaient néanmoins une même idée, réunir deux manières presque opposées de produire le son. Le clavecin donne à chaque note une naissance très précise, mais le son commence immédiatement à disparaître. L'orgue, au contraire, peut entretenir le son aussi longtemps que la touche reste enfoncée, mais son attaque est naturellement moins incisive. Lorsque les deux sont réunis, les tuyaux peuvent prolonger le son des cordes, tandis que les cordes donnent au son de l'orgue une articulation, une clarté et une présence nouvelle. Quelques décennies plus tard, en France, Dom Beddoes de Celles consacre un chapitre de l'art du facteur d'orgue à ce qu'il nomme l'organisation du clavecin ordinaire. L'instrument qu'il décrit associe les deux claviers d'un clavecin à un troisième clavier, commandant un petit orgue. Celui-ci comporte 4 registres, un bourdon bouché, un prestant bouché, un dessus ouvert de 8 pieds, ainsi qu'un jeu d'anches divisé en un basson dans la basse et un hautbois dans le dessus. Le clavier de l'orgue peut être accouplé au second clavier du clavecin. Les deux instruments peuvent être ainsi joués séparément ou réunis sous les mêmes doigts. Le principe fut également appliqué au pianoforte. Dans le chapitre précédent, Dom Beddoes décrit notamment un pianoforte organisé, imaginé et réalisé à Paris par Jean-François Lépine. Plusieurs instruments historiques de ce type sont encore conservés aujourd'hui. L'instrument que vous voyez ici n'est pas la copie d'un klaviorganum historique particulier. Il constitue plutôt une continuation moderne de cette longue recherche. Il réunit un double clavecin, un orgue réparti sur 2 claviers et un pédalier indépendant. Grâce à différents accouplements, ces parties peuvent être jouées séparément ou réunies de plusieurs manières. Je vais donc maintenant vous montrer comment il a été conçu et surtout vous faire entendre ce que cette rencontre entre les cordes et les tuyaux rend possible. J'enseigne l'orgue à l'école de musique ainsi qu'à l'université. En Norvège, comme dans beaucoup d'autres pays, il est devenu très difficile d'attirer les jeunes vers cet instrument. L'orgue demeure souvent enfermé dans les églises. Pour le découvrir, il faut déjà avoir l'idée et parfois le courage de franchir la porte. Mon projet est donc né d'une question très simple. Plutôt que d'attendre que le public vienne à l'orgue, pourquoi ne pas amener l'orgue à la rencontre du public ? Je souhaitais disposer d'un instrument transportable capable d'être installé dans une bibliothèque, un centre commercial, une école ou une salle de concert, tout en conservant certaines caractéristiques essentielles d'un grand orgue. Il lui fallait au minimum 2 claviers et un pédalier,
un principal de 8 pieds donnant au son sa présence et sa clarté, ainsi qu'un jeu de 16 pieds pour lui apporter une véritable assise. L'objectif n'était donc pas seulement de construire un petit orgue facile à déplacer, mais de retrouver dans un format transportable les sensations et les possibilités musicales d'un instrument beaucoup plus vaste. Un autre besoin venait de la basse continue. Les petits positifs, habituellement employés dans les ensembles baroques, sont très pratiques, mais leur son manque parfois de fondamental, particulièrement lorsque l'effectif instrumental ou choral devient important. Je recherchais un instrument capable de soutenir réellement l'ensemble sans perdre les précisions et la souplesse nécessaires à la basse continue. Après de nombreuses discussions avec mon ami, le facteur d'orgue Quentin Requier, et après avoir passé en revue l'ensemble du répertoire que je jouais alors, j'ai progressivement conçu la disposition de l'instrument. Les contraintes techniques étaient considérables. Dans sa configuration actuelle, l'instrument réunit 6 jeux répartis sur 2 claviers et un pédalier, dans un ensemble qui doit rester démontable et transportable. Chacun des 2 claviers peut également être relié au pédalier, à l'unisson ou à l'octave, grâce à des tirasses de 8 et de 4 pieds. Cela permet de varier considérablement les couleurs et les équilibres sans multiplier le nombre de tuyaux. L'orgue possède 2 claviers, le second commande un principal de 8, mais ce clavier est amovible. Lorsque le clavecin est posé sur l'orgue, son premier clavier prend la place de ce clavier amovible et devient commun aux 2 instruments. Il commande simultanément le clavecin et le principal de l'orgue. C'est ainsi qu'est née l'idée de réunir mon clavecin et ce nouvel orgue positif. Le clavecin conserve toutes ses possibilités propres, tandis que l'orgue lui apporte la tenue du son et la profondeur de la fondamentale. Les 2 parties peuvent être utilisées séparément ou combinées. Plus récemment, l'ajout d'un jeu de pédales indépendant, doté d'un système permettant de l'utiliser en 16, 8 ou 4 pieds, a encore élargi les possibilités de l'ensemble. L'instrument peut ainsi remplir plusieurs fonctions, accompagner une basse continue, faire découvrir l'orgue en dehors des églises, mais aussi aborder un véritable répertoire soliste avec 3 claviers et pédaliers. Pour comprendre concrètement son fonctionnement, je vous propose maintenant d'écouter séparément les différentes parties de l'instrument avant de les réunir. Voilà, il est donc possible d'utiliser le clavecin indépendamment avec le premier 8 pieds ou le second 8 pieds, éventuellement le 4 pieds, ou réunis. Le premier clavier possède également un luth. Voilà, pour ce qui est du clavecin. Et c'est possible du coup d'annuler le clavecin, rendre muet ce clavier-là, et utiliser seulement le principal de l'orgue sur ce clavier-là, donc le deuxième clavier de l'orgue. Voilà. Au premier clavier, nous avons le bourdon, la flûte de 4, une doublette, et une régale qui peut être soit accordée en 8, soit en 16. Nous avons aussi un jeu de quinte. Et tous ces jeux sont coupés en basse et en dessus, ce qui permet de jouer un solo dans le dessus et une basse, par exemple, avec la régale de 16 à la basse.
deux pieds le dessus. Et évidemment, on peut accoupler le principal que nous avions tout à l'heure avec le clavecin, le deuxième luth, et éventuellement avec tout le premier clavier. Et une combinaison que j'apprécie particulièrement, le luth avec le principal. Dernière arrivée, ce module de pédale comportant une ange de 16-8-4 pour toute l'étendue de pédale. Et ce module est placé en boîte expressive, donc il est possible de jouer le 16 pieds par exemple de façon très douce pour accompagner juste le clavecin ou un jeu seul, ou ouvert, en position ouverte, pour soutenir l'ensemble de l'instrument. Je vais vous montrer un tout petit peu, passer au clavier. Et le 4. Et juste le 16. J'espère que cette présentation aura répondu à la plupart des questions que j'ai reçues au sujet de cet instrument. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si certaines questions restent sans réponse, ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et pour découvrir mes prochains enregistrements et les autres possibilités de cet instrument, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Pour terminer, je vous laisse avec le premier mouvement de la sonate en trio en ré mineur, BWV 527, de Johann Sebastian Bach.